actuellement en licence. Alors pourquoi? Ça va être la première information. Ce master va démarrer en fait à la rentrée 2026. Démarrer en termes de M2, mais va démarrer en fait à la rentrée prochaine au niveau du M1. Alors ça, c'est le premier élément d'information. Donc le master dont on parle, le master général en M1 s'appelle SIREN, Système d'information et économie du numérique, très certainement. Donc c'est un master qui existe déjà. En M1, il y a une cinquantaine d'étudiants. Et dans la seconde année, donc en M2, il y a des spécialisations avec différents parcours. Les masters, c'est toujours 2 ans, hein. Il n'y a pas de master en un an. Il peut y avoir des admissions en M2 si on vient d'une autre formation M1 ou M2, mais les masters sont depuis maintenant quelques années des diplômes en 2 ans, hein, mais on divise. Donc, le master Sirène, première année, qui est un tronc commun général, management, système d'information. Et puis en deuxième année, il va y avoir à la rentrée 2006, il y aura 4 parcours. Un parcours média, un parcours réseau du numérique, un parcours audit et gestion de projet DSI, et le parcours que je vais présenter ce soir. Et ce parcours est tout à fait nouveau, on est en train de l'élaborer, et il va être un parcours qui est IA et management. Hein, donc on parle bien d'une rentrée en septembre 2026. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être essayer de partager mon écran. J'ai quelques slides pour faire une présentation formelle en une dizaine de minutes. Je retrouve juste mes éléments et je partage avec vous. Juste que j'ouvre mon petit PDF. Je partage où ça? Voilà, partager. Et je partage ma fenêtre. Il n'y a plus qu'un petit détail à régler. Le plein écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, merci. Donc, voilà l'écran pour la présentation. Donc, mon nom, Christophe Bénavent. On est en février 2025. Bon, peut-être des éléments de contexte très rapides, mais je ne vais pas vous informer beaucoup là-dessus. Vous voyez qu'on a une espèce d'explosion qui est en train de se produire ces temps-ci. L'IA telle qu'on la pense aujourd'hui, c'est-à-dire IA générative et plus généralement des IA fondées sur ce qu'on appelle des LLM, hein, donc, mais ça peut être plus large. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais disons que manifestement, on a trouvé ce qu'on appelle en économie un General Purpose Technology, donc une technologie qui peut servir à de multiples usages. Et là, on est en plein. Si on s'intéresse juste, on focalise, mais comment dire, le périmètre du master ne va pas se limiter à ChatGPT, bien sûr, mais si on se concentre sur les LLM, qui sont une véritable révolution, hein, les grandes étapes, c'est 2017. Alors, je vais répondre à Mina, mais je finis sur ce point. 2017, c'est vraiment l'acte de naissance de ce qu'on appelle les modèles de langage, avec une architecture qui est qualifiée de transformer. 2023, vous avez vu ChatGPT arriver, et maintenant je pense que vous l'utilisez quasiment tous. Et là, en 2025, on va rentrer dans une nouvelle phase avec ce qu'on appelle les agents. Voilà. Et puis, si vous suivez l'actualité, vous avez observé qu'il y a le sommet de Paris qui va ouvrir dans quelques jours, on est aujourd'hui dans l'entrée dans la nouvelle régulation européenne de l'IA Act, hein, qui, premier acte, interdit un certain nombre d'applications.
Et ce que moi je peux observer dans les entreprises, c'est qu'un petit peu partout, on a des entreprises qui pensent que ça va être extrêmement utile, mais que le déploiement de l'IA va pas être si évident, et certainement pas pour des raisons techniques, mais plutôt sur des raisons sociales. Alors je vois que j'ai une première question, est-ce qu'on peut le faire en alternance? Oui, c'est prévu en alternance, hein, très clairement. Voilà. Alors, si je poursuis la présentation, la question de l'IA pour les gestionnaires, finalement, elle est assez simple. Vous la retrouvez dans ce diagramme. C'est une enquête assez récente qui a été faite par un certain nombre de chercheurs, dont un des grands spécialistes en matière d'économie, qui s'appelle Brynjolfsson, peu importe son nom, mais en tout cas quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et dans un grand cabinet de consultants, ils se sont amusés à faire une expérience en distribuant en gros des ressources IA type ChatGPT à la moitié des consultants et puis les autres en les laissant travailler comme ils le font d'habitude, quoi. Et puis ils ont divisé les participants en deux groupes, les plus compétents et les moins compétents, et ils ont fait une petite comparaison, en gros avant-après, quel est le niveau de performance, hein, le score sur certaines tâches des deux groupes. Et quand on prend les peu compétents, on se rend compte qu'on a un gain de 43%, on va dire très vite, en termes de productivité et de performance, hein. Donc, il y a des impacts qui, déjà aujourd'hui, peuvent être assez considérables dans certains secteurs, notamment tous ceux qui sont liés à l'écriture, hein. Je ne veux pas faire tout un cours dessus, mais si vous pensez à des métiers comme la traduction, par exemple, c'est assez fortement frappé. Et puis, dans les consultants les plus compétents, on passe d'un score de 5,20 pour ceux qui n'utilisent pas l'IA, qui ne sont pas équipés d'IA, à un score de 6 pour ceux qui sont équipés d'IA. Et on a une amélioration, là aussi, de 17% de la performance et surtout de la productivité. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet. Qu'est-ce qu'on envisage comme profession par la suite, hein, ou comme activité? Alors, c'est pas exhaustif, naturellement, mais très clairement, c'est un programme qui est conçu pour former des gestionnaires de projets IA. Donc, des gens qui vont coordonner de multiples disciplines et différentes fonctions de l'entreprise. Naturellement, la technique, les ingénieurs, hein, ceux qui vont développer l'IA ou du moins certainement la fine-tuner ou la mettre en place, la déployer, préparer les jeux de données, hein, tous les éléments techniques. Donc, naturellement, assurer la relation avec ces gens-là, et puis avec les autres départements, euh, avec les juristes, hein, parce que autour de l'IA, on va avoir énormément de questions de droit qui vont se poser, découlant directement de l'IA Act, mais aussi de certaines responsabilités en cas d'erreur, hein, en tout cas de multiples choses. On pourrait avoir des postes de responsables de l'éthique IA, hein. Les entreprises sont très sensibles à ça. Alors l'éthique, on va dire un grand mot, il faut y inclure le droit, mais ne pensez simplement à la question des données. Quand vous utilisez ChatGPT à titre personnel, ça pose pas de problème, hein. Vous racontez à ChatGPT votre vie, vos problèmes. Naturellement, vos données sont enregistrées et soyez sûr qu'elles vont servir à des réentraînements, hein. Donc, plus vous utilisez ChatGPT et plus ChatGPT apprend à vous connaître. Dans une entreprise, c'est pas possible, ça, hein. On ne peut pas imaginer qu'un avocat, par exemple, prépare un contrat et s'amuse à le faire rédiger sur ChatGPT. Techniquement, ça pourrait être envisageable,
c'est pas la meilleure solution, mais surtout, il y aura un problème. Quand on met le contrat, on va citer des noms, on va donner des informations, des secrets d'entreprise, etc., etc. Et ces données risquent de partir dans la nature, hein. Donc, la surveillance de la manière dont on met en place l'IA, et en particulier l'IA générative, sera importante. Il y a des problématiques de changement, hein. Quand on introduit l'IA, eh bien, généralement, on va dire dans les entreprises, les jeunes, les plus jeunes vont adopter assez rapidement, sont à l'aise, hein, c'est leur monde. Il n'y a même plus d'effet de surprise. On peut avoir chez les plus seniors des gens qui résistent. Alors, manager un projet IA, ça va être aussi faire en sorte que toutes les parties prenantes participent. Sans doute des métiers autour des IHM, donc des interfaces homme-machine. C'est bien d'avoir une IA, mais il faut pouvoir l'intégrer dans des dispositifs de gestion. Alors ça, pensez au copilote de GitHub. Aujourd'hui, un informaticien, un codeur, quand il travaille avec GitHub, il va trouver dans GitHub quelque chose qui va l'aider à faire du code, à manager ses ressources, etc. Donc l'IA est souvent embarquée. Et effectivement, il va falloir penser à améliorer, on va dire, la communication entre les humains et l'IA. Juste pour un petit détail, un des risques majeurs de l'IA, c'est ce qu'on appelle le risque d'over-reliance. Alors, c'est quoi l'over-reliance? C'est le fait que les utilisateurs de l'IA fassent une confiance absolue à ce que dit l'IA. Et le problème, vous imaginez bien que si on n'est pas assez vigilant, de temps en temps, même le meilleur chat GPT crée des hallucinations. Alors, si vous êtes en train de rédiger des statuts d'une entreprise avec beaucoup de détails et qu'une hallucination s'y glisse, il y a un risque majeur de nullité du contrat, hein, je prends cet exemple juridique, euh, alors que le contrat aurait dû être lu attentivement. Donc ce type de problème, des métiers d'auditeur, bien sûr, liés à ça. Donc un spectre assez large en termes de management. Bon, les activités, je ne vais pas les commenter, hein, mais c'est le type d'activité que vous seriez à même de réaliser une fois le master fait. Je vais peut-être partir tout de suite sur la maquette parce que c'est ça l'information la plus importante. Donc, la maquette aujourd'hui est conçue en quatre quarts, hein, donc un équilibre entre quatre grands domaines. Donc, un quart de formation plutôt technologique. On va voir après, je vais vous présenter la maquette. Donc, un quart autour de data science et intelligence artificielle. Un quart, vous avez deviné, assez centré sur les questions de gouvernance de l'IA, de droit de l'IA. Et un quart plutôt centré sur les sciences sociales, donc économie et management. Alors, ce n'est pas économie et sociologie, ce sera économie et management de l'IA. Et puis un quart d'application métier, donc application métier en GRH, en marketing, éventuellement dans d'autres domaines. Je dirais ça, ça variera d'année en année selon la demande, hein. Il y a des secteurs qui sont très demandeurs, il y en a d'autres qui le sont moins. Si je vais un petit peu plus dans le détail, petite erreur ici, c'est pas encore au point ma présentation, mais si on regarde le détail de la maquette sans rentrer dans les détails, mais pour vous évoquer les cours, bon, sur le bloc des compétences technologiques, un cours général de data science qui sera sans doute une remise à niveau, notamment sur Python et sur des éléments d'analyse de données classiques. Sans doute quelque chose autour de l'infrastructure, hein, qui joue un rôle très important dans le domaine de l'IA. Quand on s'amuse à réentraîner un modèle, on le fait difficilement aujourd'hui sur une machine commune et des CPU. On a besoin de GPU, d'un cluster ou d'aller envoyer les calculs dans le cloud. Et ça pose quand même des questions d'infrastructure. De la même manière, bah, les données sont centrales dans l'IA, donc quelque chose autour des bases de données, y compris avec des aspects
plus moderne, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, on a certains types d'IA qu'on appelle des RAG, donc qui permettent de gérer des données, des connaissances locales propres à l'entreprise. Et on commence à voir apparaître un nouveau type de base de données qu'on appelle des bases de données vectorielles. On aura bien sûr quelque chose autour du deep learning et sans doute centré sur les questions d'image. Là, j'ai évoqué les LLM, j'ai évoqué les modèles de langage, j'ai évoqué ChatGPT. Donc, on va dire ce qu'on pourrait appeler les applications textuelles, hein, de l'IA. C'est vrai que c'est là où il y a la rupture. Mais en matière d'image, ça fait maintenant une bonne dizaine, quinzaine d'années qu'on voit se développer des modèles intéressants. Bien sûr, Midjourney et toutes les applications d'IA visuelle et générative, mais il y a naturellement pas que ça, hein. Le monde de l'IA est extrêmement vaste. Quelque chose centré sur le NLP, hein, puisqu'on parlait du texte, donc ça c'est un champ important, et certainement une UE plus spécifiquement consacrée au LLM, à leurs applications, voilà, et à leurs applications. Dans le bloc plutôt droit, éthique, un cours général de sociologie et de politique des IA, donc éléments de critique des IA, droit, économie de la régulation et d'IA, hein, ça c'est absolument capital. Des éléments autour de la cybersécurité, bien sûr les IA, il faut les protéger, des choses autour de l'éthique des algorithmes, des questions autour des conséquences en matière de travail, parce que c'est sans doute dans le domaine du travail où les impacts vont être les plus forts, et un petit peu d'aspects environnementaux. L'IA, ça consomme de l'électricité et ça risque de produire du carbone. Et puis si on passe à la... Ah, j'ai fait un petit... Ah, voilà. Si je... Qu'est-ce que je fais là? Ah, j'ai un petit problème de présentation, j'ai pas vu. Bon, pas grave. Ça, c'est le bloc compétences. Donc, le troisième bloc, lui, est centré économie et management des IA. Donc, vous aurez un cours certainement autour de la stratégie des acteurs de l'IA, hein. Mistral, DeepSeek, naturellement, OpenAI, Anthropic. On voit qu'on a une dizaine, une quinzaine aujourd'hui d'entreprises qui proposent des solutions IA très avancées. Et puis, on a tout l'environnement, hein, les grandes plateformes, les Google, les Amazon qui apprécient l'IA, encouragent à l'IA parce que on va utiliser de plus en plus de données et naturellement, tous ceux qui proposent des services de cloud risquent de bénéficier de cet engouement. Un cours d'économie du digital, un cours sur la gouvernance des SI et des IA, ce serait plus à mettre dans l'autre partie, et des choses autour de l'innovation, c'est indispensable. Et puis le dernier bloc, là, je pense qu'on aura un système un petit peu à option. Chacun pourra choisir un certain nombre d'enseignements. Là, on sera dans les applications, donc des cours comme IA et créativité, des choses plus spécifiques autour de l'UX. L'UX, c'est User Experience, hein, c'est la question des interfaces machines. Des choses qui seront plus marketing, hein, publicité digitale, les IA dans la relation client. La relation client, c'est un des grands domaines où l'IA générative va s'appliquer. En France, vous avez à peu près 300 000 personnes qui travaillent dans les call centers. Compte tenu de la qualité des chatbots qu'on peut développer aujourd'hui, on va pouvoir certainement délester une grande partie de ces salariés de tâches d'interaction humain à humain, hein. Donc, on peut s'attendre à ce que dans ce secteur, il y ait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois qui soient substitués par l'IA ou qui partent dans d'autres canaux. Des choses autour de la GRH, des choses autour des métiers du droit, des choses autour des médias. Voilà pour donc les grandes maquettes. Alors, naturellement, donc, le master ouvre en apprentissage. Il
en apprentissage. Et donc, il y aura un apprentissage et il y aura un mémoire à réaliser, un petit mémoire de recherche de l'ordre de 50 à 60 pages, bon, qui sera l'occasion, je dirais, de développer votre projet personnel, hein. Et ça, ce sera une chose importante de développer un projet personnel parce qu'on est dans un monde qui n'est pas du tout fixé. Aujourd'hui, je peux vous parler de l'IA d'une certaine manière, mais il est très probable que d'ici un an ou deux, on aura encore des évolutions du paysage et de nouvelles problématiques qui vont apparaître. Donc on est dans un univers, je dirais, où il faut se former de manière permanente, y compris les enseignants. Voilà. Je peux parler un petit peu d'équipe. Alors, l'équipe, donc, la plupart des enseignants-chercheurs font partie de DRM, donc Dauphine Research Management, c'est le laboratoire. Et dans ce groupe-là, dans ce labo où il y a beaucoup d'enseignants, il y a une petite équipe et on est quelques-uns à travailler sur ces questions d'IA dans les entreprises. On a là actuellement trois thèses qui sont en cours qui ont été démarrées cette année. Une est chez Accor. Donc Accor, c'est très intéressant. Ils ont centralisé le management des différents projets IA. Ils ont plein de projets hein, dans différents domaines, pour ce qu'on appelle le care, pour prendre soin des clients, donc leur proposer des chatbots locaux qui les permettent de les orienter dans les hôtels, dans l'environnement. Ils ont une question qui se pose sur la manière dont on va commander nos billets dans le futur, et ils sont assez inquiets de ça. Il est très probable qu'il y ait des applications de type chatbot à la OpenAI qui permettent à la fois de programmer son voyage, mais en même temps d'être mis en contact avec les plateformes et de gérer les réservations dans les hôtels, les avions, etc. Donc ça va être une révolution qui risque d'apparaître dans les années qui viennent. On a un autre doctorant lui, il est chez Amundi dans un département d'audit de gestion d'actifs, donc quelque chose de très financier. Et là, dans ce département, ils sont une quarantaine d'auditeurs, dont la tâche la plus lourde et peut-être la moins gratifiante est la rédaction des rapports d'audit. Alors, ils ont fortes espérances pour que l'IA les accompagne et leur permette d'être plus productifs en matière de rédaction. Et donc, autour de ça, ils sont en train de lancer leur propre projet et on a un doctorant qui est là pour observer le déploiement de ce type d'outils. Bon, ça, les thèses, c'est pour vous dire qu'on est relativement connecté et qu'il y a voilà, un petit réseau qu'on est en train de construire hein, sur l'application de l'IA. Axe, c'est l'équipe à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Apply Computational Social Science. Donc, nous, on essaie d'utiliser des méthodes d'IA, de LLM, mais dans des contextes de sciences sociales. Donc, on a une certaine culture. Au passage, on est en train de s'équiper d'un petit calculateur. Donc, on disposera dans les semaines qui viennent d'une machine avec 6 GPU H100. Si certains connaissent, hein, c'est le GPU, donc le processeur graphique, que tous les développeurs d'IA essaient d'acheter en grande masse. Et il y a quelques pénuries actuellement. On sera très proche de la chaire Régulation et Gouvernance que dirige Éric Rousseau. Et l'initiative IA, ce sont les thèses qui sont au-dessus, j'évoque pas. François, moi-même et Simon Porcher, on sera les trois interlocuteurs principaux en la matière. C'est moi qui le dirige. Un petit mot sur l'environnement de PSL. Dauphine, c'est une des universités d'un ensemble qui s'appelle Paris Sciences Lettres et qui est très très engagé dans l'IA avec un très grand projet qui s'appelle Prairie et qui notamment qui a reçu un financement assez important l'année dernière je crois, de l'ordre de 70 millions d'euros pour 5 ans. Hein, donc c'est un projet majeur soutenu par l'État
plutôt recherche, bien sûr, qui est là. D'autres masters IA sont en train de se développer dans PSL, notamment un master plus orienté recherche en sciences sociales, donc beaucoup plus en préparation pour des thèses. Nous, on va préparer pour des carrières professionnelles. Si certains sont intéressés par une thèse, ça pourrait être envisageable. On est aussi, je suis associé à un projet qui s'appelle Culture Lab avec l'ENS et l'École des Chartes où là aussi, ils ont un intérêt particulier dans les applications de l'IA pour les humanités digitales et d'autres choses. Et c'est aussi un certain nombre de ressources en termes d'enseignants et de chercheurs qui sont dessus. Les soutiens, bah, on est en train de constituer un petit réseau. Voilà, quelques contacts d'entreprises qui sont intéressées. Accor qui accueille quelqu'un chez nous. J'ai pas mis Amundi, j'aurais dû rajouter. Weborama, on a de bons contacts. Numberly, c'est une boîte de marketing direct qui utilise énormément les data science et certainement de plus en plus l'IA, Orange et quelques autres. Voilà, j'ai à peu près fait la présentation. Donc, le mieux, c'est que je réponde aux questions, qu'elles soient orales ou qu'elles soient dans le chat. Voilà. Donc, je vous passe la parole. Alors, voilà. Alors, voilà. Donc, je suis ouvert à vos questions, en chat ou en direct. Est-ce que j'ai été clair dans la présentation? Oui, je peux commencer si possible. C'était très clair, merci beaucoup. J'aimerais juste avoir une idée de l'administratif. C'est quand les délais de candidature, les réponses, c'est quand, tout ça? Ah, alors, il y a deux canaux. Alors, premier canal, vous êtes théoriquement en L3 ou éventuellement dans un autre M1 et vous allez candidater pour le M1, donc pour le M1 Sirène. Là, bah, c'est les dates de candidature, c'est pour la rentrée prochaine. Donc, alors là, je vous avoue, j'ai pas le calendrier en tête, mais je pense que ça se fait vers le mois, il va falloir tabler sur le mois d'avril-mai. Ok. Et pour la M2? Pour le M2, la rentrée, c'est la rentrée 2026. Donc, on ne fera de sélection pour des candidats externes, donc des gens qui ont un autre M1 équivalent. On risque très certainement de recruter un petit peu en école d'ingénieur, hein. Moi, je serais assez partisan de recruter des ingénieurs qui sont bien formés techniquement, mais qui ont envie d'avoir une approche un peu plus managériale, hein. Et ben ça se fera au printemps 2025, donc dans un an, 2026. Ok. Donc pour la rentrée septembre 2025, il y a pas M2, c'est que M1. Non, c'est que le M1. Ok. D'accord. Alors, Merci. j'ai pas mentionné, mais vous n'êtes pas très nombreux. Et en fait, je présente quelque chose qui est très en avance. Je vous donne mon nom pour que vous soyez sûr. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn et n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, à me contacter pour maintenir le contact. Alors, comme on peut s'inscrire en M2, donc c'est Peng Ao Shuang. Alors, c'est la réponse que j'ai donnée juste avant. Si vous voulez rentrer directement en M2, il faudra patienter euh, jusqu'au printemps 2026, hein, donc l'année prochaine. Est-ce que les cours sont en anglais ou en français ou uniquement en français? Je vous avoue que j'ai pas réfléchi. On fait assez facilement les cours en anglais. Je pense qu'on sera sur les deux. Ce sera sur les deux. Après, ça dépend des recrutements. Si on se retrouve avec pas mal d'étudiants anglophones, enfin anglophones, non francophones,
on basculera à l'anglais. Mais dans tous les cas, l'anglais, c'est la langue de travail, hein. Du moins, ça peut être une langue du travail. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, pour le moment, j'ai une question un peu de conseil. Parce que moi, je suis en M2 maintenant et je pense peut-être faire en M2 Management de l'innovation à Dauphine et je pense faire une autre M2 peut-être en IA parce que c'est quelque chose qui est très important pour le futur. Donc, vous pensez qu'il y a d'autres masters où je peux faire un autre M2 l'année prochaine ou peut-être autre chose pour m'approfondir en IA? Chez les concurrents, je ne sais pas, j'ai pas en tête, j'ai regardé un petit peu. Aujourd'hui, les formations IA, on les a essentiellement dans les écoles d'ingénieurs, hein, Hmm. et avec une orientation qui est qui est plutôt technique. Sur ce profil-là, je pense pas qu'il y ait énormément de formations actuellement, hein. Moi, j'ai fait une licence d'informatique avant et une M1 MIH. Donc, j'ai un peu Ah, le profil vous êtes dans ingé. le bon profil, vous êtes dans le bon profil, hein. Ouais. Donc, je me Mais rends. euh, oui. là, si j'avais un conseil à vous donner et que ce master vous intéresse, parce qu'il va être bien, hein. Je sais pas trop survendu, mais je peux vous dire que on s'y prend à l'avance, on est dedans, on regarde tout ce qui se passe, donc ce sera un pas mal. C'est de faire une année de césure, si vous pouvez. Ah oui, vous avez passé, c'est après le M1 normalement, l'année de césure, mais essayez peut-être d'aller travailler et de revenir. Hmm. Et vous pensez quoi de faire un PhD en IA? PhD, bon, ça n'existe pas chez nous, c'est doctorat, hein, Oui, oui, le doctorat, c'est pas la même un chose? doctorat. Vous avez une base relativement technique, donc oui, bien sûr, ça peut valoir le coup. Ok, Mais ce sera certainement dans des laboratoires d'informatique. ok. Vous avez des Mais recommandations à Paris? moi, je pense que c'est intéressant. Si vous avez déjà un M2, c'est quelque chose à envisager. Mais peut-être dans une orientation technique où là, il y a énormément de contrats doctoraux qui sont proposés, de stages, pour ce que je vois, et dans des optiques d'application. Aujourd'hui, l'IA, d'un point de vue technique, c'est finalement toujours la même chose, hein. C'est constituer un jeu de données, réentraîner un modèle existant. Hmm. Hein. Le monde de l'IA aujourd'hui est divisé en deux. Il y a l'IA privée, anthropique, ChatGPT qui propose des services payants. Là, on va avoir besoin en termes d'ingénierie de gens qui soient capables d'interroger les API et de faire de l'engineering prompting, du prompt engineering, etc., pour exploiter les ressources de l'IA privée. Et voilà. Et notamment de services. Alors, je pense à ChatGPT aujourd'hui qui offre la possibilité de développer, c'est quasiment des agents, mais de pouvoir fine-tuner les petits modèles de OpenAI, donc le ChatGPT au mini, le mini, de le réajuster pour des tâches très très précises, quoi, hein. Donc, on a ce monde-là. Voilà. Et puis, le deuxième monde, c'est le monde de l'open, c'est le monde du fine-tuning, c'est le monde du RAG. Alors, fine-tuning, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un modèle qui est ouvert. Ça peut être le dernier chinois dont on parle beaucoup, hein, comment il s'appelle? J'ai oublié déjà son nom. Si quelque chose, on peut très bien DeepSeek? aujourd'hui prendre ce modèle, l'installer sur une machine et le réentraîner pour des tâches plus précises, si on dispose des données, hein. Et
La plupart des startups actuellement en France qui proposent des projets travaillent de cette manière. Alors, c'est fine-tuner un modèle fondationnel qui existe déjà, Llama, Mistral, DeepSeek, voilà, je retrouve le nom. Donc, on commence à avoir pas mal de modèles de base et ensuite qui sont réajustés pour des tâches précises. Je vois par exemple, ça doit être ce matin, je regardais une IA qui est destinée aux professions juridiques pour les aider à répondre à des questions de droit, hein, les avocats, les responsables juridiques des entreprises. J'ai son nom m'échappe, il va me revenir. Et je regardais un petit peu, je cherchais à voir comment ils ont fait ça. Et ben voilà, ils se sont tout simplement amusés à constituer un set de données à partir des données ouvertes de droit, hein, tous les codes civils, commerciaux qu'on peut trouver, donc toutes les lois, tout ça, on met dans une base de données. Et on fine-tune, on va fine-tuner. Ils ont fine-tuné, je crois que c'est un modèle Lama, si je ne me trompe pas, leur IA sur ces données pour qu'elles soient capables de répondre sur des questions de droit et quelques autres petites choses, hein. Ça, c'est la partie technique. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de stages plutôt ingénieurs qui sont proposés là-dessus. Nous, le projet du master, il n'est pas tout à fait là. On va vouloir avoir des candidats qui ont une belle culture informatique. On va délivrer des enseignements pour avoir une connaissance profonde de ce qu'est l'IA, hein, mettre les mains dans la machine en quelque sorte, mais ce ne sont pas des ingénieurs. On ne va pas former des ingénieurs capables d'entraîner l'IA, de gérer les aspects techniques. On va former plutôt de, des gestionnaires de projets qui vont faire la connexion entre les ingénieurs qui développent, les métiers qui appliquent, hein, département de marketing, de GRH, de production, etc., et l'ensemble des contraintes légales, hein, d'abord, mais aussi quelquefois sociales qui peuvent s'imposer. Est-ce que vous pouvez vous inscrire directement dans le M2 si vous n'êtes pas étudiant de PSL? Oui, bien sûr. Enfin, vous pouvez candidater, hein. Il y aura un processus de sélection parce que je pense qu'on aura un certain succès. Ça risque d'être demandé. Alors, Myrna est en train de formuler une question. Vous voyez, alors je vais donner la mienne, ça va être assez simple. Et vous me donnez une petite idée, je vais créer une liste de diffusion. Tu peux te mettre celle de PSM. Alors, pour la demande, Monsieur Peng, si vous voulez candidater directement en M2, il va falloir attendre l'année prochaine, hein. Alors, je vous donne mon adresse. Si vous voulez garder le contact et avoir des informations sur ce master, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite liste de diffusion. Et donc, quand il y aura des nouvelles, j'enverrai. Voilà. En termes de contact, bon, cette liste de diffusion, et n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je suis plutôt actif. Et là aussi, régulièrement, je diffuse des choses. Donc, vous aurez de l'info. Ce que je comprends, c'est que la plupart d'entre vous envisagent d'entrer en M2, hein, c'est ça.
En fait, on était invité la conférence de M2 Management des projets IA. Donc, je pense que c'est pour ça que la plupart des gens ici recherchent une M2. Oui, c'est parce qu'en fait, disons que tous les 4 ans, on est amené dans les universités à renouveler les maquettes des enseignements. Donc ça a Oui, été fait. Et là, la nouvelle maquette va rentrer en vigueur à la rentrée prochaine. Mais à la rentrée prochaine, à partir du M1. Les M2 vont être concernés après. Donc, et mhm. comme ce parcours-là est nouveau, on ne va véritablement démarrer qu'en septembre 2026, et donc avec des recrutements qui se feront certainement sur mai 2026. Ouais. Si je me permets un peu de revenir sur la question de technique ou pas technique, donc les masters qui font un peu la partie re-entraînement, fine-tuning, RAG, etc., donc la partie technique, sont plus dans des écoles d'ingénieurs, c'est ça? À ma connaissance, oui. Et Ok. pas toujours, hein, parce que bon, on comprend, ça va très vite, hein, c'est vraiment là, en quelques années, on voit quelque chose surgir. Mais moi, je donne un cours au sein de PSL dans le cadre de la PSL Week, qui est un cours sur une application sur le NLP, en fait, hein, donc sur le traitement du langage naturel pour les sciences sociales. Et chaque année, et ça a été le cas, et j'ai un public, en gros, il y a trois, quatre composantes, beaucoup d'ingénieurs, et je vois pas mal d'ingénieurs des mines. Des ingénieurs, je vais rajouter les informaticiens, parce que ça, les informaticiens, je pense à ceux de Dauphine, ben, ils sont très bons côté théorique, mais je pense qu'ils aiment bien voir des applications, hein. Je réponds à la question du DELF. Et j'ai des étudiants de l'ENS, alors là, des gens qui sont en psychologie ou en humanité digitale, des historiens, mais qui travaillent avec ce genre de choses, quoi. Et là, cette année, ce que j'ai observé, c'est que ben, les étudiants avaient fait des progrès incroyables, hein, notamment les ingénieurs. Donc l'idée d'interroger à partir de Python un LLM, elle devient quelque chose qui rentre dans les procédures assez communes. Voilà. Donc il y a une culture qui est en train de se créer qui est très très forte, quoi. Ok, Et merci. c'est pour ça l'idée de PhD, avec un PhD très appliqué, type contrastif, je pense que c'est une idée assez pas mal. Alors pour Myrna, est-ce qu'il faut un Delft test pour les étudiants internationaux? Alors je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Euh, non, non, je pense pas. S'il y aura sélection, elle sera d'abord sur dossier et ensuite en entretien. Est-ce qu'un contrat CIFRE, il peut être fait et puis juste 1 an ou 2 ans si on veut pas continuer pour 3 ans? Je ne pense pas, hein. C'est un projet de thèse complet, le contrat CIFRE, hein. Ouais. C'est un peu contraignant de faire une décision de 3 ans immédiatement comme ça. Je réponds à Myrna. Ok, oui, oui, non, je comprends bien, mais non, on fera sans doute un peu plus que des entretiens, mais donc on demandera pas de enfin moi je demanderai pas de certificat à moins que ça ne me soit imposé par l'administration. Ce sera des entretiens et sans doute la lecture de vos travaux, hein, ça, c'est que les travaux soient faits en anglais ou en français, peu importe. Mais par contre, c'est dans les éléments de sélection. Au moment des entretiens, regardez ce que les étudiants ont fait comme projet. C'est un élément très important. Alors, vous m'aviez posé une question au SAMA, je ne vous ai pas répondu. Euh,
Oui, c'était sur le fait de faire un doctorat, mais qui est un peu flexible pour ne pas être contraint de faire 3 ans à l'affilée avec aucune possibilité d'arrêter au milieu pour quoi que ce soit. Là, je peux pas vous dire, c'est pas tout à fait l'objet, quoi. Ouais, Simplement, ce que je vois, c'est que dans des labos d'informatique et d'ingénieurs, je vois énormément d'offres passer. ouais, ouais, mais Et si, je suis passé à l'école des mines. Il y a pas mal d'offres qui sont intéressantes, mais juste le fait que c'est 3 ans et aussi il y a une composante non négligeable de management là-dedans. Donc c'est pour ça que je cherchais un peu d'autres alternatives. et vous cherchez, vers quoi vous voulez vous orienter, en fait? Vers des postes de management, c'est ça? En fait, en fait, j'ai remarqué qu'avec avec qu'une licence et un 1, j'ai pas la connaissance technique suffisante pour mener des projets ultra innovants comme l'IA maintenant. Donc, je me suis dit, peut-être c'est plus intéressant d'approfondir un peu la connaissance technique en IA. Euh, Et là, vous allez entrer en M2, c'est ça, l'année prochaine? je suis déjà en M2, Management de l'innovation avec professeur Albert David, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, oui, ok. Mais là, vous n'êtes pas du tout dans l'environnement, quoi. Ouais, c'est un peu managérial et innovation, donc Oui, mais il c'est y a zéro intéressant. technique. Il y a zéro Il y a zéro technique, là. technique. Ouais, et ça me manque beaucoup le technique et c'est très important aussi. Moi, j'en suis convaincu aussi, hein. J'en suis convaincu aussi. Alors après, bah, il y a pas un peu par soi-même, hein. Je vous avoue qu'en la matière, moi, je suis pas informaticien, mais je m'y suis mis il y a quelques années et je suis en formation continue, hein. Ah, il y a d'autres alternatives. Comment ça, formation continue? Donc c'est Ah ben, ça veut dire que moi, j'apprends tous les jours. Je suis pas un programme ou une formation en particulier, mais j'essaie de me tenir au courant. ah ok, oui, d'accord. Oui, Coder. bien sûr, c'est pardon. Alors, à Lille, il y a un M2 qui est orienté data science. Ouais, mais quitter Paris, À l'IAE de Lille, voilà. ok, Après, ok, à Dauphine, il y a un M2, mais un executive M2 qui va s'appeler Big Data et IA. Il change de nom, ouais, mais qui est payant et qui est formation continue. ok, ok, je garde Et ça en lui qui est tête. pas mal pour le côté technique. Moi, j'y interviens, je fais un petit cours. Il y a beaucoup de gens qui sont des data scientists en entreprise et qui veulent se muscler un petit peu pour prendre plus de responsabilités. Hmm, ok, Ça doit être le département Mido qui le gère. ok, merci. Voilà. Bon, je pense avoir répondu à toutes les questions. Amir, peut-être? Bonjour monsieur. Alors moi pour ma part, vous avez répondu à toutes mes questions. J'ai pas d'autres questions. Ok. Bon. En tout cas, je vous remercie pour votre présentation. De rien, c'est normal. Je pense qu'on en fera d'autres, hein. Et là, j'ai une petite question de Myrna qui arrive. Bon, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, bah, vous avez mes coordonnées normalement. Vous pouvez me retrouver facilement si vous voulez avoir un peu plus d'informations ou mettre à jour. Je vous souhaite une bonne Merci soirée. beaucoup, monsieur. Merci, Au merci pour les revoir. conseils. Bonne soirée. Au revoir.